bonjour à tous à nouveau et donc re-bienvenue pour ceux qui viennent se connecter à ce webinaire autour des solutions SaaS de HashiCorp et de leur intégration sur AWS. Je suis Gauthier Denikian, donc je suis avant-vente dans les équipes HashiCorp France. Ça fait presque 2 ans maintenant que je suis chez HashiCorp et en termes de background, on va dire que je viens du monde de l'automatisation et du monde de l'open source. Madi, si tu veux bien te présenter, s'il te Oui, plaît. parfait. Merci Gauthier. Donc, c'est Madi Fikrat, je suis architecte solution côté partenaire chez AWS. Donc, j'accompagne les partenaires à monter dans les niveaux de partenariat avec des programmes de compétences, service delivery, immersion days et well architected, entre autres. Parfait. Merci. Euh, donc, pour ce webinaire, nous vous proposons l'agenda suivant. Donc, suite à une petite introduction sur AWS et quelques constats et statistiques, nous allons essayer de comprendre quelles sont les problématiques de base par rapport au delivery des applications et de l'infrastructure. Ensuite, nous allons vous proposer les solutions de base HashiCorp, à savoir Packer, Terraform, Vault et Consul. Ensuite, nous allons parler de HashiCorp OSS, HashiCorp Enterprise SaaS Platform et en fin de compte, nous allons ouvrir donc une session Q&A pour interagir avec vous et répondre à vos questions. Tout à fait. Madi, je me permets juste d'intervenir une seconde. Oui. Vous avez dans le Zoom un encart pour poser vos questions à l'écrit si vous le souhaitez. Questions auxquelles on fera tout ce qu'il est en notre pouvoir de répondre à la fin du webinaire. Donc, n'hésitez pas à les poser à l'écrit parce que je crois que vous n'avez pas accès au micro et à l'intervention orale pour le moment. Voilà. Tout à fait. Parfait. Donc, encore une fois, je te remercie, Gauthier et Connor, pour l'invitation et je remercie HashiCorp de façon générale au nom de AWS donc d'avoir fait confiance et de faire confiance à AWS. Donc, avant de commencer, je propose de partager avec vous quelques constats et statistiques qui font que AWS est le leader du cloud. Donc, en fait, le temps passe vite et justement, et on ne se rend pas compte forcément de ça. Il y a juste quelques mois de ça, voire même une année et quelques, nous avons commencé cette pandémie de Covid. Le temps vraiment passe vite. Et il y a 14 ans de ça, AWS proposait seulement une demi-douzaine de services, alors que maintenant, nous en proposons plus que 175 entre services et fonctionnalités. Et donc, justement, c'est 14 ans d'expérience. Et comme dit Andy Jassy, donc notre CEO AWS, qui va être maintenant CEO Amazon, il n'y a pas d'algorithme de compression de l'expérience. Donc, justement, cette expérience qui nous permet de réaliser des économies d'échelle via lesquelles on peut faire bénéficier nos clients à travers des réductions de coûts. Et je peux citer par exemple quelques services comme S3 qui ont subi plein d'itérations de réduction de prix, plus qu'une cinquantaine. Donc, il y a cet aspect-là. Il y a un autre aspect qui est que notre roadmap à 90%, voire même à 95%, est drivé par nos clients. Nous avons des millions de users qui sont actifs, ce qui nous donne une part de marché avoisinant les 50%. Voilà donc pour cette partie-là. Si on passe au slide suivant, donc nous avons demandé, donc ça c'était notre propre vision et nous aimons, comme nous sommes une compagnie donc customer obsessed, nous aimons toujours avoir le retour de nos clients et donc nous avons posé la question à nos clients et nous avons dit pourquoi est-ce que vous avez choisi AWS et pourquoi vous continuez de choisir AWS. Et donc nous avons essayé d'organiser ces réponses en 6 piliers. Qui font du sens. Et je vous propose donc justement ces 6 piliers, en commençant par l'agilité. Et je prends l'exemple de Netflix avec John Bennett, qui est un senior software développeur, qui témoigne pouvoir expérimenter, innover vraiment rapidement, donc chaque jour. Donc ça, c'est un premier pilier. Ensuite, il y a le pilier qui est réduction, je dirais, économie des coûts. Et je cite l'exemple de Dow Jones, donc avec le témoignage de Stephen Orban, qui est CIO et CTO.
et qui estime avoir économisé 100 millions de dollars en termes de coûts d'infrastructure, donc avec sa migration vers AWS. Ensuite, il y a l'aspect élasticité. Donc, pas mieux que l'exemple de Amazon Prime, qui a migré ses bases de données vers Oracle. Donc, à un moment donné, c'était du full Oracle vers du DynamoDB, qui est une base de données full AWS, pour augmenter l'élasticité et la fiabilité pour servir ses clients, avec un témoignage de Tim Cohn, qui est le VP Tech de Prime Video. Donc, évidemment, donc tous ces cases-là sont des case studies qui sont publics que vous allez pouvoir trouver dans le site web des Customer Success Stories. Ensuite, je vous propose le pilier innovation. Et donc, pour les amateurs et amatrices des sports auto, donc le CTO de la Formule 1, Pat Simons, est vraiment content de pouvoir se concentrer finalement sur des projets à haute valeur ajoutée, donc comme des projets F1 Insights que vous pouvez voir dans les live streaming des Grands Prix Formule 1, des insights de type Driver 1 pourra doubler Driver 2 dans X tours avec une probabilité de Y%, sachant qu'il y aura Z événements. Z événements comme Driver va faire un pit stop dans 3 tours, par exemple, où les pneus ne vont plus pouvoir tenir dans une dizaine de tours. Donc, ce qui rend les courses beaucoup plus intéressantes. Ensuite, il y a l'aspect Go Global in Minutes, avec le témoignage de Kanishi Takemoto, qui est le lead business dev chez Nintendo, qui est vraiment satisfait de la performance de AWS le jour du lancement de l'application Super Mario Run et qui confirme que les utilisateurs ont eu une très belle expérience de jeu. Et finalement, le service Breadth and Depth, avec plus que 175 services et fonctionnalités pour répondre à vos besoins. Ça va des services de base tels que le calcul, le stockage et la mise en réseau ainsi que la sécurité, jusqu'à des services plus innovants comme l'IoT et du machine learning. Et si je prends par exemple l'exemple du machine learning, vous allez avoir des services basiques pour des utilisateurs débutants, comme des services vraiment avancés, des fonctionnalités avancées pour les PhD et les utilisateurs plus avancés. Donc ça d'une part. D'autre part, nous proposons des services qui sont managés, qui vont vous laisser le temps de vous concentrer sur ce qui vous apporte le plus de valeur ajoutée. Et si vous avez besoin de plus de contrôle, de plus de personnalisation, nous permettons ceci également. Et à propos de cela, je donne l'exemple de General Electric Appliances, qui avait en 2016 une approche, on va dire une politique de cloud first pour tout ce qui est nouveaux projets sur le cloud, et une politique qui a justement pivoté juste l'année d'après, en 2017, vers une politique cloud only, après avoir apprécié justement ce portefeuille de produits AWS. Donc ça, c'était rapidement une petite introduction sur AWS. Et je cède la parole à Gauthier pour parler du portefeuille HashiCorp. Merci Madi. Alors, avant toute chose, en 2 mots, qui est HashiCorp? Pour ceux qui ne nous connaissent pas, on est une entreprise qui est assez récente finalement, puisqu'on a été fondé en 2012. La petite histoire qu'on aime bien raconter, c'est l'histoire de nos fondateurs, c'est-à-dire que Armand Dadgar et Michel Hashimoto, en stage de fin d'études, à la fin de leurs études, du coup, comme son nom l'indique, on bossait dans les infrastructures et dans le cloud, dans l'automatisation, à ce moment-là où on n'était qu'aux prémices finalement de ce qui s'annonçait dans l'infra, c'est-à-dire le dynamisme, la standardisation, etc. Et donc, un certain nombre de choses manquaient et gérer tout ça de manière fiable, facile et rapide, finalement, était très compliqué. Et donc, Mitchell et Harmon, qui sont à la base de développeurs, ont commencé à développer des solutions du type Vagrant, Terraform, Packer, qui font partie des premières solutions développées par cette équipe. Et les ont placés dans la communauté, ont rencontré énormément de succès dans la communauté et se sont dit que ça valait le coup de pouvoir proposer des versions de ces solutions-là à destination de la production et d'environnement d'entreprise et pas seulement la communauté. Et donc aujourd'hui, HashiCorp est fier de pouvoir présenter 4 grandes solutions déjà qui sont disponibles
en version Enterprise, donc pour la production et pour les clients, qui sont Terraform, Vault, Consul et Nomad. Une version open source existe aussi pour ces produits-là, mais du coup, on a de l'enterprise et de l'open source. Et 4 solutions complètement open source aujourd'hui qui sont Vagrant, Packer, Boundary et Waypoint. Je rentrerai dans le détail de certaines d'entre elles plus tard. Une petite vision de l'infrastructure aujourd'hui. Quand on fait du business, quand on adresse un marché, quand on a une entreprise qui doit pouvoir servir des clients et toujours finalement être plus performant, être plus efficace dans la manière d'adresser les besoins des clients, les entreprises aujourd'hui s'appuient énormément sur le SI. Et en s'appuyant sur le SI, l'entreprise, du coup, va demander au SI d'aller plus vite dans le déploiement d'applicatifs qui vont servir, du coup, aux besoins des clients. Et donc, ce qu'on remarque, c'est que sur les 10 dernières années, globalement, on passe d'un monde qui était très statique à un monde qui est extrêmement dynamique. On a besoin de toujours déployer plus rapidement, de manière automatique potentiellement, avec, si c'est possible, de manière standardisée, parce que du coup, on se retrouve avec un nombre d'assets absolument incroyable. Et donc, il faut pouvoir les manager, il faut pouvoir les maintenir, il faut pouvoir garder le contrôle dessus. Donc, si on a des processus automatiques, si on a des processus standardisés, ou tout simplement dans la construction des assets, c'est extrêmement important pour pouvoir toujours aller plus vite et toujours pouvoir servir le business et adresser notre marché sur lequel la concurrence est souvent rude. Donc, ici, on découpe finalement ce chemin du déploiement applicatif vers la production en 4 grandes parties. La première partie étant la construction de l'image machine dont vous allez vous servir pour pouvoir hoster une application sur celle-ci. Là aussi, on part d'un monde finalement où on le faisait souvent à la main autrefois, c'est-à-dire qu'on allait déployer un OS, on allait l'installer, on allait mettre des applications dessus, potentiellement de l'antivirus, potentiellement de la gestion d'accès, potentiellement de la gestion de log, etc., etc. Et donc finalement, on se retrouve avec un package complet. Grâce aux technologies VMware, on peut les templatiser et les réutiliser, donc c'est déjà pas mal. Mais avec la venue des conteneurs, par exemple, qui nous permettent d'aller encore plus vite, qui nous permettent de faire des petites boîtes, la méthode de construction étant complètement différente, finalement, entre ces deux mondes-là, on perd un peu la trace de ce que l'on construit, comment il faut implémenter les nouvelles versions, qu'est-ce qui nous reste dans les versions qu'on utilise toujours, mais qui sont un peu plus anciennes, qui datent d'il y a 2 ans, comment on les fait évoluer, comment on les maintient. C'est globalement un projet énorme et ça prend énormément de ressources et énormément de temps. En termes d'infrastructure, là aussi, et l'infrastructure, quand je parle d'infrastructure, je parle d'assets d'infrastructure, c'est-à-dire du stockage, du réseau, du compute, ces objets-là d'infrastructure. Autrefois, pareil, on allait sur les interfaces, sur les dashboards, on faisait du clic-clic, et puis on provisionnait ces outils-là. Et provisionner ces outils-là à la main, ça va quand on en a 20 à faire, mais quand on en a 4000 à faire, c'est impossible. C'est impossible. On ne peut pas se permettre d'avoir des équipes de 400 personnes qui provisionnent du compute en cliquant sur les dashboards comme autrefois. Donc, il faut pouvoir trouver des méthodes automatiques, potentiellement standards, pour pouvoir adresser ces cas d'usage-là et qu'on ait moins de tâches humaines à faire, moins de tâches manuelles, mais plus de tâches automatisées, puisqu'en plus, c'est de la répétition. Donc, on a moins besoin d'avoir l'analyse humaine dans ce contexte-là. Sur le segment sécurité, là aussi, il y a un gros changement, c'est-à-dire que autrefois, on avait globalement des environnements avec du firewalling périmétrique, et donc nos applications étaient à l'intérieur de cet environnement-là, et donc on pouvait considérer que quand une application de cet environnement parle à une autre application de cet environnement, ben, en fait, ces applications-là pouvaient se faire confiance mutuellement, puisqu'elles étaient dans un environnement, dans un cadre, dans un château fort, si vous voulez. C'était à l'intérieur, c'était protégé par du firewall. Donc finalement, qu'elles se parlent entre elles, on savait qu'il y avait peu de chances d'avoir du man in the middle ou d'avoir des problèmes de sécurité et de l'usurpation d'identité à ce niveau-là. Aujourd'hui, dans nos environnements qui tendent à être plus hybrides, à avoir différentes plateformes pour pouvoir gérer nos assets. Donc typiquement, on va avoir potentiellement un data center privé, on va avoir potentiellement des infrastructures legacy, on va potentiellement avoir un environnement sur AWS par exemple. Et donc, on va se retrouver avec une multitude d'environnements réseau qui sont potentiellement fermés les uns avec les autres par rapport aux autres ou encapsulés dans un environnement global. Mais ce que je veux dire, c'est que potentiellement, ces environnements réseau peuvent être mutualisés et donc, on n'a pas forcément le contrôle total sur
l'ensemble de ces réseaux, on va dire. Et donc, finalement, on passe d'un environnement de haute confiance vers un environnement de basse confiance. Et dans cet environnement de basse confiance, pour s'assurer qu'une application qui parle à une autre soit bien celle qui est légitime pour démarrer cette requête, pour initier cette requête de discussion, finalement, on va avoir besoin d'une étape d'authentification. Et qui dit authentification, forcément dit secret, donc username, password, clé d'API, token, etc. Et donc, voir aussi comment on fait cette authentification, voir comment on gère ces secrets-là, parce qu'il ne faut pas que ces secrets soient volés ou utilisés par les mauvaises personnes. Donc là aussi, il y a un challenge à résoudre. Concernant la partie pure réseau, là où autrefois on avait des applications qui étaient très statiques finalement, hein, qu'on installait sur une VM, et puis tout le cycle de vie de l'application, tout au long du cycle de vie de l'application, la VM bougeait peu, en fait, elle avait une IP statique, on pouvait l'adresser à travers cette IP statique, tout était de manière statique rangé dans un DNS, donc finalement, il y avait très peu de soucis de communication à ce niveau-là, sauf bien sûr si on perd le DNS. Aujourd'hui, étant donné qu'on va avoir du conteneur, qu'on a toujours de la VM, mais que la technologie de virtualisation VM s'améliore quand même de jour en jour, enfin d'année en année plutôt, on a la possibilité de faire bouger nos assets dans l'infrastructure, de les faire passer d'un data center à l'autre, d'avoir un adressage IP qui du coup change d'un réseau à l'autre. Et donc quand vous allez bouger votre conteneur et que son adressage réseau change, il faut pouvoir le tracer parce que vous allez avoir des bases de données, des services web, d'autres morceaux d'infrastructure qui vont vouloir communiquer avec ces instances-là, avec ces applications-là. Et donc, si vous n'avez pas la trace, la capacité de savoir où se trouve votre asset en temps réel, vous ne pouvez pas communiquer avec elle. Et donc là aussi, il y a un challenge à résoudre, c'est comment on fait pour toujours être en mesure de détecter une application qui change d'IP. Donc, on ne place plus tellement le curseur au niveau du coup de la connaissance IP, mais du coup, on va placer le curseur au niveau de la communication via nom de service. Parce que le nom de service ne bouge plus. Par contre, l'IP peut bouger en dessous, ça ne pose pas de souci. Je m'arrête là pour l'introduction. On passe au slide suivant. Globalement, ce que j'aimerais juste ajouter dans cette complexité, dans ce challenge de toujours aller plus vite, c'est que pour adresser chaque pan de cette infrastructure-là, chaque pan de ce travail d'emmener les applications vers la production, le fait d'avoir une multitude d'environnements à disposition, que ce soit en privé ou en cloud public, on se retrouve avec plein d'outils différents à disposition. C'est-à-dire qu'on va avoir des outils pour gérer la partie infrastructure en local, on va avoir des outils pour gérer la partie infrastructure en public, on va avoir des outils pour gérer la sécurité en local, etc., etc. Donc, on se retrouve avec une multitude d'outils à disposition, beaucoup plus qu'autrefois, et on ne peut pas se permettre de former nos équipes sur l'ensemble de ces outils-là, parce que tout simplement, il y en a trop, qu'on n'aura jamais des experts absolus sur l'ensemble des outils, et que pour gérer tous ces environnements-là, ça devient extrêmement complexe, parce que du coup, il faut avoir une expertise sur un panel de compétences extrêmement large. Et donc là aussi, ça pose un problème, c'est comment on fait pour permettre à nos équipes de continuer à manager l'ensemble de ces pans d'infrastructure, mais de manière complètement agnostique à ce qu'il y a en dessous. Et donc, c'est ce que HashiCorp essaye de résoudre en vous proposant un certain nombre de solutions aujourd'hui qui permettent d'adresser du coup les challenges de ces différents points sur le chemin pour emmener une application vers de la production. Et donc, finalement, pour la partie machine image, la première solution qu'on propose, c'est Packer. Aujourd'hui, Packer, dans son état, est complètement open source. C'est-à-dire que Packer vous permet, grâce à l'infra as code, donc un simple fichier dans lequel vous allez décrire votre image, vous allez pouvoir créer une image de VM, une image de conteneur, pour vous permettre de standardiser la manière dont vos images sont construites au sein du SI. Là où avant, on avait des méthodes qui pouvaient différer d'une technologie à l'autre, ici, Packer permet d'unifier de manière complètement transparente la manière dont vous allez créer vos images. Et du coup, cela simplifie, cela standardise et potentiellement automatise, puisque Packer peut être utilisé dans des processus automatiques, la manière dont vous allez créer vos images.
Concernant la partie infrastructure, on propose Terraform. Terraform que beaucoup connaissent dans la communauté, qui là aussi se base sur de l'infra as code pour automatiser des tâches dans l'infrastructure. Donc là aussi, on est sur de la standardisation et sur de l'automatisation. Et donc l'idée est de pouvoir décrire quels objets on veut voir apparaître dans l'infrastructure. Et Terraform s'occupe de les créer pour vous. Pour ceux qui n'étaient pas au HashiConf il y a quelques semaines, présenté par Harmon pendant son introduction, HashiCorp a officiellement, par le biais d'Harmon, annoncé la version 1.0 de Terraform. C'est-à-dire que depuis tout le temps où nous développons Terraform chez HashiCorp, nous avons enfin considéré le fait que Terraform était aujourd'hui suffisamment mature et dans un écosystème suffisamment mature pour être considéré comme étant version finale. Et donc la version 1.0 de Terraform vient tout juste de sortir et est disponible sur notre site internet. Aujourd'hui, du coup, Terraform vous permet d'automatiser et d'aller plus vite, finalement, de passer de ce monde de construction statique vers ce monde de construction dynamique et de pouvoir provisionner 4000, 5000 machines si le besoin vous en prend. Un autre exemple qu'Harmon a donné pendant cette présentation, c'était un challenge lancé par un client, en fait, qui était de pouvoir provisionner avec Terraform 1 million de conteneurs. Harmon a essayé, ils ont mis leurs équipes sur le coup, ils ont provisionné 1 million de conteneurs en quelques minutes. Le chiffre, j'ai plus le chiffre exact en tête. Cependant, c'était de l'ordre de entre 10 et 20 minutes, je crois, pour 1 million de conteneurs, ce qui est juste absolument énorme. Tout ça pour vous dire que Terraform, grâce à ses providers, peut s'intégrer à énormément d'environnements et de plateformes différentes, mais en plus, est extrêmement performant dans sa manière de créer les assets et de provisionner de l'asset sur l'infrastructure. Concernant la partie sécurité, nous proposons Vault, puisque, comme je vous en ai un petit peu parlé tout à l'heure, quand vous faites de l'authentification d'applicatifs sur l'infrastructure, vous avez potentiellement de la manipulation de secrets à faire, ou en tout cas stocker des secrets dans les applications pour qu'elles puissent s'authentifier les unes par rapport aux autres. Et du coup, finalement, vous vous retrouvez avec des secrets qui sont éparpillés aux quatre coins de l'infrastructure. Potentiellement, vous avez vos ingénieurs qui vont aussi stocker leurs secrets en local sur leur machine. Et potentiellement, vos secrets vont se retrouver aussi dans des fichiers de configuration ou dans du code source directement dans des outils type GitLab, GitHub, Bitbucket, ce genre de choses. Et donc, potentiellement partagés à des gens qui ne devraient pas avoir accès à ces secrets-là. C'est ce qu'on appelle le secret sprawl. Et aujourd'hui, le premier cas d'usage de Vault, c'est justement combattre le secret sprawl, de pouvoir stocker tous ces secrets, les protéger et pouvoir les servir aux applications qui ont besoin de ces secrets pour pouvoir s'authentifier à d'autres applications. Donc voilà, donc Vault vient ici sécuriser, gérer et redonner le contrôle aux équipes sur la manière dont les secrets sont consommés dans l'infrastructure. Et sur le dernier grand pan de ce chemin-là, on retrouve du coup la partie réseau. Et donc, c'est Consul qui vient résoudre les challenges de manière aussi agnostique, puisque Consul s'intègre à de l'environnement de VM, à de l'environnement de conteneur, sans faire réellement de différence, pour pouvoir gérer les services. Vous pouvez voir ça facilement, vous pouvez visualiser Consul facilement en tant que DNS dynamique. C'est-à-dire Consul a la capacité d'enregistrer des services, peu importe leur IP, peu importe s'ils changent d'IP. Et donc, Consul a la capacité de savoir en tout temps où se trouve le service sur l'infrastructure, mais aussi de connaître son état de santé. Et donc, on peut, grâce à Consul, faire du load balancing, puisque du coup, on va être capable de savoir quelle instance est disponible et en bonne santé pour répondre et quelle instance ne l'est pas. On a la capacité de faire du service mesh avec Consul, donc avec un système de proxy, de déterminer quelle application a le droit de parler à quelle autre application. Tout ça protégé par du TLS, donc pour avoir un chiffrement dans la communication entre une application et une autre application. Et donc finalement, Consul vient ici sécuriser, verrouiller le réseau, et donc on simplifie le trafic Est-Ouest quand on fait du firewalling ou de la sécurité réseau. Et en plus, on peut simplifier la manière dont on gère le load balancing
dans l'infrastructure grâce à Consul. Aujourd'hui, dans le modèle que HashiCorp apporte aux clients et à la communauté, on retrouve du coup des binaires de nos solutions qui sont open source, donc qui sont faits simplement pour être exécutés sur les machines de gens curieux qui sont simplement intéressés pour tester les solutions. Aujourd'hui, ces binaires-là s'installent sur n'importe quel type de système. Je crois qu'on fait même des installations sur du Solaris. Donc, c'est pour vous dire à quel point c'est compatible avec, je crois qu'on fait macOS, Linux, Windows. Il y a tout un panel Unix, y compris Solaris, du coup. Et l'idée, c'est d'avoir des solutions qui sont excellentes à l'échelle de l'individu, c'est-à-dire qu'avec des fonctionnalités techniques intéressantes, mais cependant, les solutions open source ont tendance à manquer de fonctionnalités de gouvernance, par exemple, pour que si on a besoin d'intégrer une équipe complète à la solution ou si on a besoin d'intégrer l'organisation complète, ou en tout cas une partie de l'organisation aux solutions, finalement, les solutions open source sont moins faites pour ça puisqu'elles ont des fonctionnalités qui manquent. Potentiellement, on va avoir aussi des notions de clustering, c'est-à-dire pour la résilience, pour être capable de toujours répondre à la demande de service ou à la charge entrante dans ces solutions-là. Les solutions open source ne proposent pas ce genre de fonctionnalité. Donc finalement, HashiCorp essaye de proposer aux entreprises, à travers la version Enterprise, des fonctionnalités qui s'adressent du coup aux équipes ou à l'organisation complète, tout en laissant la possibilité de consommer ces solutions à un plus petit niveau si c'est nécessaire. Et donc, on va retrouver des fonctionnalités de sécurité, d'infrastructure, d'audit, de performance, qui sont du coup dédiés à des environnements de production et donc à des environnements d'entreprise. Donc, en fait, le premier modèle, enfin, ça, c'était le premier modèle proposé par HashiCorp avant sa création, donc le modèle complètement open source. Dans le modèle Enterprise, on propose un modèle self-managed. On appelle ça self-managed, c'est-à-dire que vous allez installer nos solutions par vous-même, ou en tout cas, peut-être aider de services ou peu importe, mais en tout cas, sur vos environnements on-prem ou sur vos environnements dans le cloud, et vous allez devoir maintenir ces solutions et vous aurez le contrôle de A à Z sur l'ensemble de la solution, que ce soit en termes d'infrastructure ou en termes de consommation. Mais cette approche-là a un coût, puisqu'il faut avoir des équipes qui gèrent finalement le produit et qui soient capables de rendre ce service-là au reste de l'infrastructure. Donc, HashiCorp s'est dit qu'il manquait potentiellement quelque chose dans ce modèle-là, parce que tous les clients n'ont pas forcément envie de manager leur infrastructure. Tous les clients n'ont pas besoin forcément d'avoir un contrôle strict sur les technologies qu'ils consomment. Et donc, dans certains cas, certains de nos clients peuvent être intéressés par la consommation de solutions en SaaS. Et donc, il y a un an, je dirais à peu près, HashiCorp a proposé une première solution en SaaS qui s'appelle Terraform Cloud. Terraform Cloud étant la solution Terraform Enterprise, donc notre plateforme de gestion des exécutions Terraform pour centraliser les exécutions Terraform, pour gérer les state files de manière sécurisée, pour gérer les variables de manière sécurisée, gérer les accès, qui a accès à quel morceau de l'outil d'automatisation. Parce que comme vous le savez tous, un outil d'automatisation est extrêmement puissant pour créer, mais aussi extrêmement puissant pour détruire. Donc, il faut faire attention à qui a accès à quoi, à quel moment, de quelle façon. Et bien évidemment, capable de tracer. Et donc, on a intégré dans le cloud notre solution Terraform Enterprise, qui s'appelle Terraform Cloud, qu'il est très facile de consommer. Il suffit de créer un compte utilisateur et puis vous avez un périmètre gratuit sur lequel vous pouvez commencer à intégrer quelques workflows Terraform extrêmement facilement. Donc, je vous invite tous à essayer. C'est assez amusant, c'est très facile d'utilisation et ça n'engage absolument à rien. Donc, ça, c'est vraiment la première solution que nous avons intégrée en SaaS pour permettre à nos clients de consommer du Terraform plus facilement sans avoir cette contrainte de supporter une infrastructure complète, surtout sur des clients avec un périmètre moins important et donc avec une capacité moins importante de pouvoir maintenir leur propre solution.
ce qui peut être un fardeau de temps en temps pour certaines infrastructures. Dans un second temps, HashiCorp a créé une plateforme qui s'appelle HashiCorp Cloud Platform et qui intègre du coup la capacité de déployer des clusters Vault et Consul en un seul clic, déjà, dans un premier temps. Quand vous déployez ce genre de cluster, ça prend littéralement 3 minutes pour avoir un cluster à disposition pour pouvoir adresser vos besoins soit de sécurité, soit de réseau. Extrêmement pratique. Là aussi, vous avez une période d'essai disponible, donc vous pouvez tester ces fonctionnalités sur HashiCorp Cloud Platform. Bien évidemment, l'ensemble de ces infrastructures-là sont complètement managées par HashiCorp, leur montée de version, leur scalabilité, leur disponibilité. Tout ça, c'est géré par nous. Donc, c'est une charge importante en moins pour vous. Et bien évidemment, vous avez un seul panel de contrôle pour ces technologies-là, ce qui simplifie aussi votre capacité d'administrer finalement votre environnement de cluster, même si vous avez moins de choses à faire que si vous l'aviez installé on-prem. Pendant la session HashiConf avec Harmon, il a été annoncé que Packer ferait dorénavant partie de la grande famille des solutions qui iront dans HCP. Alors, il y a une particularité, c'est que déjà dans un premier temps, aujourd'hui, Packer n'est disponible qu'en version bêta privée, ok, qu'en bêta privée. Ça veut dire que vous pouvez vous inscrire, mais qu'un très faible nombre d'utilisateurs n'est finalement admis pour tester les fonctionnalités de Packer dans HCP. On aura une phase de bêta publique, bien évidemment, où un plus grand nombre d'utilisateurs pourront tester les fonctionnalités et commencer à jouer avec et à s'intégrer. Et puis ensuite, on aura une phase de GA où ce sera disponible et ouvert à tout le monde. Globalement, l'idée ici, ce n'est pas de permettre de construire des images directement dans HCP, c'est plutôt de résoudre un challenge qui est apparu, c'est-à-dire avoir un contrôle sur les images que l'on crée. Parce qu'aujourd'hui, quand on crée une image Packer, quand on crée des images de VM, quand on crée des images de conteneurs, on part d'une base et puis on rajoute des couches de configuration, des layers, qui se superposent les unes aux autres et qui sont dépendantes les unes par rapport aux autres. Et donc, dans des constructions un peu complexes, dans des images un peu complexes, on va avoir potentiellement, pour l'administrateur, des difficultés à avoir un suivi strict de la manière dont ces dépendances fonctionnent, ou en tout cas de pouvoir les visualiser, parce qu'on a toujours la possibilité de retrouver chaque information, mais ce que je veux dire, c'est que ça prend du temps. Et donc, si on peut éviter de se permettre de perdre 2 heures à retrouver les dépendances et les chemins de construction de chaque image pour savoir s'il faut que je mette à jour cette couche-là sur mon image parce que elle est trop vieille aujourd'hui, qu'il y a une nouvelle version de cette partie applicative-là spécifiquement, ou que ma base a changé et qu'il faut que je mette à jour ma base, mais du coup, ça entraîne une mise à jour sur les layers qui suivent. Bref, quand on a des centaines d'applications et des centaines d'images à gérer, ça devient un calvaire. Donc, on peut être très bien organisé, on peut potentiellement stocker ça dans des outils dédiés et s'en sortir suffisamment bien. Mais en tout cas, pour la plupart, dans la communauté, il manquait quelque chose qui permette justement de centraliser déjà le stockage des images, mais surtout d'afficher suffisamment d'informations dans un catalogue, potentiellement, pour qu'on puisse retrouver facilement nos petits quand on a des modifications, du maintien, de la mise à jour à faire sur ce que l'on construit. Et donc, c'est ce qu'on va proposer avec Packer dans HCP. C'est globalement un catalogue dans lequel vous allez pouvoir stocker et construire vos images. Okay, vous aurez toutes les métadatas à disposition sous les yeux pour suivre les dépendances d'une layer à l'autre et de pouvoir agir sur tel ou tel layer ou sur telle ou telle image de la manière la plus simple possible pour que vous ayez toujours un contrôle et une vision sur ce que vous modifiez et la manière dont vous faites évoluer vos images dans le temps, parce que forcément, il y a un versionning d'une image à l'autre au fur et à mesure du temps. On ne va pas toujours utiliser, on n'utilise pas toujours les mêmes versions d'OS en tant que base, et puis ça change en permanence. Donc, il faut pouvoir faire évoluer nos images et garder une trace. Ça, c'est la première chose que l'on va intégrer, cette capacité de faire un catalogue pour faciliter l'usage. La deuxième chose, c'est que maintenant qu'on a un catalogue et qu'on a à disposition des images sur le cloud, autant que ce catalogue serve de source pour Packer
ou pour Terraform. Je ne m'attarde pas trop sur Packer, c'est plus intéressant sur Terraform, mais globalement, dans le code Terraform, quand vous allez vouloir déployer, par exemple, une VM sur AWS, une compute sur AWS, dans le code Terraform, vous avez un champ AMI pour spécifier l'image. Et ce champ AMI, à l'intérieur, vous allez spécifier ce qu'on appelle une data source qui pointera directement sur le catalogue Packer. Et ainsi, vous allez pouvoir vous servir directement le code Terraform, l'exécution Terraform, va pouvoir directement aller télécharger l'image dans le catalogue et s'en servir pour déployer la VM de votre choix. Et donc, c'est à peu près, pour le moment, les deux premières choses que nous implémenterons dans cette intégration-là. Et je sais que Harmon et l'équipe Packer a pas mal d'autres idées supplémentaires, mais pour le moment, j'en parle pas. Pour résumer, finalement, il existe plusieurs possibilités pour vous aider à aller plus vite, pour vous aider à standardiser, pour vous aider à avoir finalement un écosystème le plus simple possible, le plus agnostique possible aussi, puisqu'on veut éviter de démultiplier les outils que l'on va utiliser, pour permettre à nos applications tout simplement d'aller en production et de servir le business de la meilleure façon qui soit. Et donc, on va retrouver HTTP Packer pour vous aider, on va retrouver Terraform Cloud, HTTP Vault, HTTP Consul pour servir tous ces pans d'infrastructure. L'avantage, du coup, de cette manière de consommer nos solutions, c'est qu'elles sont en SaaS et que, du coup, vous n'avez pas ce coût de maintien à avoir. S'il vous faut un contrôle total sur les solutions que vous consommez, que vous préférez garder nos solutions en interne avec une équipe qui les gère et que c'est ce qu'il vous faut aujourd'hui pour simplifier votre infrastructure, il est toujours possible d'accéder à nos solutions depuis notre site internet, bien évidemment, et puis en discutant avec nos équipes, mais aussi depuis la marketplace AWS. Et je vais laisser Madi vous expliquer 2-3 choses sur la marketplace AWS et comment la consommer. Oui, rebonjour. Merci Gauthier. Donc, comme l'a confirmé Gauthier, donc, il y a plusieurs manières de consommer les services HashiCorp, parmi lesquels donc les consommer chez AWS, soit en fully managed, soit partiellement managed, donc en fonction de ce qui vous intéresse et au niveau de personnalisation que vous cherchez. Donc, idéalement, c'est à travers la marketplace. Donc, on va partager avec vous les liens soit par chat, soit par email. De toute façon, on va partager les liens. Donc là, si vous partez, là, je vous propose un screenshot de l'AWS Marketplace. Il suffit juste de taper HashiCorp. Et donc, vous allez voir plein de solutions. Il y en a les solutions qui sont enterprise, comme les solutions qui sont open. Donc là, par exemple, on peut voir HashiCorp Vault OSS, on peut voir Terraform Enterprise, on peut voir Cloud Platform dont parlait Gauthier. Il y a aussi Consul et Consul Packaged by Bitnami, entre autres. Donc, il y a plein de services. Vous pouvez filtrer, il y a plein de types de filtres en fonction du mode de pricing, de l'operating system. Et donc, si on passe à la prochaine slide, donc là, c'est une vue, on vous propose une vue d'une des solutions. Donc voilà, vous allez avoir une vue générique, une vue globale sur la solution, le pricing, l'usage, le support et quelques reviews. Donc ça, c'est juste un exemple parmi d'autres. Si on passe à 27. Donc ça, c'est une première partie. Sinon, si vous voulez plus de détails et plus de mains pour customiser, nous proposons aussi ce qu'on appelle des Quick Start Guide AWS. Et donc là, par exemple, c'est un Quick Start nomade avec des architectures de référence. Donc, vous allez avoir plusieurs types d'architectures de référence. Ensuite, un ou plusieurs documents qui vont vous aider à déployer en fonction de ce que vous voulez faire et en fonction de vos spécificités. Donc, combien de régions, combien de VPC, quelles zones de disponibilité, que prendre en termes de services de networking, combien de machines EC2, comment tailler les EC2 et comment configurer les access lists, les security groups et j'en passe. Donc, voilà. Et pour terminer, donc, si on passe à 28, donc ça, c'est aussi un élément important à partager. Donc, nous avons un écosystème très large en termes de partenaires. Donc, nous avons des partenaires, on va dire, technologiques et des partenaires consulting. Donc, par exemple, HashiCorp est l'un de nos partenaires technologiques, on va dire, favoris.
Ils proposent des solutions SaaS hébergées AWS. Et nous avons également des partenaires qui sont consulting. Et donc, ces partenaires consulting ont plusieurs compétences, parmi lesquelles, si vous choisissez DevOps, vous allez certainement trouver des partenaires en filtrant sur la bonne région et sur les bonnes compétences. Vous allez pouvoir trouver des partenaires qui ont de la compétence sur les services HashiCorp. Et ça aussi, ça peut être une manière d'accélérer votre business, donc de déléguer cette partie-là à des gens qui maîtrisent les solutions HashiCorp. Donc voilà pour cette partie partenaire. On va partager avec vous tous les liens qui ont été mentionnés. Et je vous propose qu'on commence la partie Q&A. Donc n'hésitez surtout pas à utiliser l'icône question-réponse ou Q&A en fonction de ce que vous avez l'outil en anglais ou en français. Comme ça, on pourra répondre à vos questions. Donc, entre-temps, je vais essayer de partager avec vous les liens sur la partie conversation. Donc, déjà, je commence par... Donc ça, par exemple, c'est un quick start sur Volt. C'est un exemple de quick start possible. Pardon, Madi, mais il faut que tu sélectionnes participants aussi. Oui, tout à fait. Alors, conférencier et participant. Voilà. Donc là, par exemple, c'est un lien pour consulte. Je vois que tu as déjà partagé. Je vais refaire juste pour m'assurer. Donc là, par exemple, c'est un quick start guide. Il y a aussi sur Nomad. Hop là. Donc ça, c'est intéressant. J'ai proposé tout à l'heure la page des partenaires. Donc, c'est une page générique. Voilà. N'hésitez surtout pas à poser vos questions dans la partie Q&A. Profitez de nous avoir en face pour y répondre, si jamais vous en avez. Alors, merci Rachid. Effectivement, c'est une bonne question. Le fait de savoir si on peut choisir les régions AWS sur lesquelles sont déployées les solutions en SaaS. Effectivement, il est possible de déployer nos clusters Vault ou nos clusters Consul sur des régions soit aux US, je crois, soit en Europe pour le moment. Et je sais que nos équipes travaillent à étendre cette couverture-là le plus possible. Tout à fait. Alors, effectivement, merci Daniel. Du coup, la question étant, est-ce que l'on a un programme de certification, formation ou tutoriel? Alors, tout dépend du chemin que vous voulez parcourir. La première chose la plus simple possible, c'est d'aller voir HashiCorp Learn qui se trouve ici et qui vous permet en fait par produit d'accéder à une série de tutoriels par rapport à certains cas d'usage pour la partie déploiement. Donc, par exemple, quand vous déployez Vault, vous avez le premier jour en Integrated Storage avec différentes choses à vérifier et à implémenter. Et il suffit de parcourir chacun de ces chapitres pour pouvoir implémenter. Tout est expliqué pas à pas, très facile d'utilisation, y compris dans la consommation des produits. C'est-à-dire que là, sur la partie Secret Management, on va avoir l'utilisation, par exemple, du stockage de clés valeurs dans Vault.
Et donc là, pareil, vous avez une page qui explique le type de droit dont vous avez besoin, le scénario, quelques schémas, les commandes à passer. Donc, c'est un site qui est très bien fait et très facile d'utilisation. Il existe une autre plateforme qui s'appelle Instruct. Okay, instruct.com. Et il faut, pardon, c'est pas la partie publique, c'est la partie HashiCorp. Voilà. Et donc, vous avez la possibilité ici de déployer des labs avec une série de tutoriels comment dire, pas à pas, si vous voulez, pour pouvoir pratiquer directement sur nos solutions sans avoir vous-même à déployer tout un environnement complet. Donc, c'est beaucoup plus facile de se familiariser et de tester par vous-même. Je vais vous envoyer les deux liens dans le chat. Cependant, il existe une autre façon d'être formé, d'être certifié chez HashiCorp. Il faut tout simplement contacter nos équipes et nous travaillons avec certains partenaires qui font justement ce genre de formation pour des équipes, pour certaines personnes. Et ensuite, vous avez la possibilité d'acheter des vouchers, en fait, tout simplement pour passer les certifications sur notre site. Voilà. Donc voilà finalement toutes les manières possibles de se former autour des solutions HashiCorp. Et bien évidemment, après, il y a tout le travail de la communauté derrière. Donc, il y a des choses sur GitHub, il y a des choses sur Medium aussi, pas mal, parce que pas mal de gens de chez HashiCorp écrivent des articles assez complets sur Medium. Donc, je vous invite à aller lire ces articles. Voilà globalement ce que je peux vous dire pour la partie formation. Et juste pour compléter, je vais partager un lien. Donc, il y a des partenaires qui font des formations essentiellement sur le cloud. Par exemple, Cloud Guru. Donc, ils ont aussi une section sur quelques produits HashiCorp, pas tous les produits, mais essentiellement Terraform. Donc, ça aussi, ça peut être une source pour vous former. Je partage avec vous également la documentation officielle de Terraform sur les produits AWS. Donc, ça, c'est le lien. Donc, si tu cliques rapidement, Gauthier, sur le lien. Sur la partie registry.terraform.io Tout à fait, oui. Le dernier, le registry. Donc là, vous allez voir, par exemple, si vous vous dites, OK, je veux lancer, je ne sais pas, je vais dire un AppSync. Si tu cliques sur AppSync, par exemple. AppSync, voilà. Donc là, vous allez avoir tout le paramétrage requis avec quelques exemples. Donc ça aussi, ça peut être une source d'entraînement. Donc, vous pouvez prendre des services de base, vous amuser avec. Et, et voilà. Donc, il y a plein de Merci, pages pour se former. merci Madi. Effectivement, ce que vous montre Madi ici, c'est le catalogue public de centralisation des providers Terraform. Donc, ce qui permet à l'automate Terraform d'aller se connecter aux infrastructures, peu importe l'infrastructure. Donc, aujourd'hui, il y a environ 750 providers en tout, en comptant les grands éditeurs, en comptant ce que propose HashiCorp et en comptant ceux qui sont présents dans la communauté. Et donc, ce que vous montre Madi ici, c'est le provider officiel AWS, donc tagué officiel, donc pour que vous puissiez savoir quel provider aura été vérifié et que ce n'est pas simplement n'importe quel dev de la communauté qu'on ne connaît pas qui propose quelque chose qui potentiellement peut être dangereux. Donc, ceux qui sont badgés sont vérifiés, sont vérifiés et validés. Et vous retrouvez aussi sur cette plateforme, en plus des providers, un certain nombre de modules, c'est-à-dire des choses qui ont été développées par la communauté, par nous, pour justement aller plus vite dans la construction d'assets d'infrastructure et d'implémentation de code Terraform directement disponible depuis la plateforme. L'intérêt de pouvoir utiliser Terraform Enterprise ou Terraform Cloud, c'est que dans ces solutions-là, vous avez un catalogue privé de modules à disposition, depuis lequel vous pouvez aller chercher directement des modules sur cette plateforme publique et les importer très facilement. On a une question, m'a dit, mais je ne suis pas sûr d'avoir la réponse. Je sais que quand on déploie un cluster en SaaS, qu'il faille que nous, avant de déployer le cluster, il faut juste demander la création d'un réseau dans une région. Et on a la possibilité d'avoir une IP publique ou une IP privée pour accéder à ce cluster-là.
Étant donné que vous n'avez pas la main sur l'environnement donné, je ne suis pas certain que vous puissiez monter un VPN pour faire une connexion de point à point entre votre infrastructure et la solution. Cependant, le fait d'avoir une IP publique à disposition sur Internet qui donne accès à votre cluster est globalement, ça ne fait pas partie des bonnes pratiques. Malheureusement, je n'ai pas votre nom, du coup, je ne pourrais pas vous répondre a posteriori. Si vous pouvez mettre votre nom dans le chat, je pourrais poser la question et puis vous envoyer un petit mail, pour vous répondre. D'accord. Mais de toute façon, si c'est quelque chose dont vous avez besoin, c'est tout à fait possible. C'est ce que je mentionnais tout à l'heure. Il y a des solutions qui sont parfaitement managées et d'autres qui sont personnalisables. Et donc, vous pouvez voir la solution HashiCorp si vous décidez de la mettre dans des EC2, dans un Ubuntu, par exemple. Je donne un exemple. Ben, ce sont des EC2 normales que vous allez mettre dans des subnets, soit publics ou privés, en fonction de ce que vous voulez faire. Et vous allez avoir éventuellement des load balancers, des Internet gateway. Alors, Et tu as donc, raison, Mehdi. oui, pardon? Excuse-moi, tu as tout à fait raison, mais dans le cadre de solutions self-managed. Self-managed, exactement. Oui. Exactement. Mais dans le cas de si la personne souhaite faire vraiment ça, donc en mode personnalisé, c'est tout à fait possible. On peut voir HashiCorp comme n'importe quel outil ou package que tu mets dans EC2. Et du coup, pour répondre à la question de la personne, oui, tu peux faire ça. C'est possible dans le cas de la solution personnalisée. Voilà. Mhm. Pour la solution SaaS, je vais vérifier avec Gauthier pour voir à quelle limite on peut la personnaliser et on revient vers toi. Mhm. Donc, si tu peux laisser ton contact, comme ça, on t'envoie la réponse finale. Mhm. En effet, Nicolas, le Quick Start, c'est pour l'installer en IaaS sur vos environnements AWS vous-même et pouvoir manager la solution vous-même. Si vous faites du SaaS, il faut aller sur cloud.hashicorp.com. Et là, c'est clé en main. Il y a un clic à faire pour déployer le réseau et un clic à faire pour déployer le cluster. Voilà. Pour la question concernant les certifications, effectivement, aujourd'hui, on a des certifications Terraform, Vault et Consul qui sont associates. Pour le moment, c'est ce que l'on propose. On a des discussions en interne pour faire évoluer le niveau de certification, effectivement, mais c'est pas encore à l'ordre du jour. Voilà. Je vous laisse quelques secondes pour ceux qui ont encore une ou deux questions. Si la personne qui a posé la question sur le SaaS et sur la partie VPN veut… D'accord, donc on a ça, donc c'est bien très bien, Vincenzo. parfait. Okay. Parfait. Vincenzo. Je note. Excusez-moi, Vincenzo, vous auriez la gentillesse de… Ah bah parfait, il y a le mail, je n'ai pas pu citer à la fin du message. Très bien. Bon, c'est noté. Et puis, dès qu'on a la réponse, on reviendra vers vous. Je vous laisse quelques secondes pour poser une ou deux questions encore supplémentaires. Et puis sinon, nous clôturons le webinaire du jour. Très bien. Bon, en tout cas, un grand merci à tous d'être venus aujourd'hui. Ça a été un réel plaisir de pouvoir interagir un petit peu avec vous. Ah, bah très bien. On a une question de Nicolas. Si Vault a besoin d'être accédé depuis des apps externes SaaS, alors on est d'accord que la solution doit être exposée, mais pour les applis internes, mieux vaut avoir un autre Vault. En fait, tout dépend de l'architecture que vous avez choisie globalement pour vos DC et de la manière dont vos applications doivent sortir ou pas de votre infrastructure. Le mieux pour ça, Nicolas, c'est que l'on puisse se voir et en discuter directement sur la manière dont vous gérez votre infra et vos besoins par rapport à l'externalisation de services ou à la consommation de ceci. Très bien. Je vous remercie. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Ah,
Dernier point. Pardon. Henrias. Il faut patcher soi-même. Alors, effectivement, si vous installez une solution, prenons Vault par exemple, et que vous installez un cluster Vault en local ou sur votre environnement cloud vous-même, si vous avez besoin de faire des mises à jour, elles sont à faire par vos équipes, en effet. Parce que c'est vous qui êtes garant de la solution. On vous met à disposition la solution et une licence, mais comme n'importe quelle solution self-managed, c'est à vous de la gérer de A à Z. Ou alors par un partenaire, parce que vous avez un partenaire qui connaît ces solutions-là et qui a cette expertise-là, et donc vous prenez du service. Mais globalement, ça reste dans votre environnement et de votre responsabilité de pouvoir manager la solution. Donc effectivement, il faudra potentiellement patcher ou mettre à jour soi-même. Y a-t-il un dernier point? Y a-t-il un dernier point? Ben, un grand merci à vous. Je vous souhaite à tous une excellente journée et puis à bientôt, j'espère. Merci à vous. Merci.